Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Alors au programme d'Oser entreprendre, ce matin, une belle rencontre. Absolument, mais juste avant, je vais vous parler de la SNCF. Comment est-elle passée d'un train iconique à une véritable marque d'expérience? Je vais vous raconter l'incroyable histoire et transformation du TGV Inouï. Et nous recevrons ensuite Églantine Émeillé, journaliste, animatrice de télévision et fondatrice de l'association Un pas vers la vie. Après un combat mené pour son fils Samy atteint d'un autisme sévère, elle a choisi d'entreprendre autrement. Comment transforme-t-on une épreuve personnelle en un projet d'intérêt général qui change le quotidien de centaines de familles? Ecorezo Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. On connaît tous le TGV, mais TGV Inouï, c'est plus qu'un train, c'est une promesse, celle de transformer un simple trajet en expérience. Thomas, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Alors derrière Inouï, Laurence, il y a une ambition très claire, réinventer la grande vitesse à la française. Tout part du TGV lancé en 1981, symbole technologique de fierté nationale. Mais en 2017, la SNCF change de stratégie. Elle ne vend plus seulement de la vitesse, elle vend du confort, du service, presque du plaisir de voyager. Et c'est comme ça que naît le TGV Inouï. Ah donc ce n'est pas qu'un changement de marque? Non, c'est un repositionnement, soyons précis. TGV Inouï, c'est le haut de gamme de la SNCF. Des sièges plus confortables, du Wi-Fi, des prises, une meilleure expérience à bord et surtout des trajets rapides de centre-ville à centre-ville en France et en Europe. La SNCF segmente son offre, Ouigo pour le low cost, Inouï pour le premium. Et ça marche? Oui, parce que la marque s'appuie sur un mythe déjà très puissant. Le TGV transporte aujourd'hui des centaines de millions de voyageurs et Inouï vient moderniser cette image. C'est aussi une vitrine écologique. Le train reste l'un des moyens de transport les moins polluants et la SNCF mise beaucoup là-dessus. Et en ce début d'été, quelle est l'actualité de TGV Inouï? Elle est stratégique. La nouvelle génération de TGV Inouï arrive à partir de 2026, donc c'est en cours de déploiement. Plus de place, plus de confort et surtout moins de consommation d'énergie. L'objectif est clair, rester le leader de la grande vitesse tout en répondant aux enjeux écologiques et aux nouvelles attentes des voyageurs. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Et nous sommes ce matin avec Églantine Émeillé, journaliste, animatrice de télévision, fondatrice de l'association reconnue d'intérêt général, Un pas vers la vie, créée en 2008, dont la vocation est d'accompagner les familles touchées par le handicap de l'autisme. Bonjour Églantine. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Votre vie prend une autre dimension lorsque vous donnez naissance à votre deuxième fils, Samy, en 2005. Très rapidement, vous comprenez que son développement n'est pas celui des autres enfants. Samy est atteint d'un autisme sévère, associé à de multiples troubles neurologiques. Il ne parle pas, ne communique pas verbalement, souffre de crises d'épilepsie, d'automutilation et nécessite une surveillance permanente. Vous allez mettre entre parenthèses à ce moment-là votre carrière professionnelle, car comme vous le rappelez, vous êtes devenue aidante à temps plein. C'est le début de cette histoire. En fait, cette histoire, elle a commencé vraiment avec la naissance de Samy. Mais devenir aidante, évidemment, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé, que j'avais comprise même. J'ai mis un peu de temps à comprendre que j'étais une aidante. C'était mon fils et il fallait que je lutte et que je fasse tout ce qui était en mon pouvoir pour l'aider à aller mieux et à avancer dans la vie. Le 20 février 2023, à l'âge de 17 ans, Samy décède. Et pendant plusieurs années, vous allez vous heurter à un véritable parcours du combattant avant son décès, justement, et découvrir que le système n'est pas adapté. Alors, je vais citer des choses que vous avez vous-même évoquées. Diagnostic tardif, un manque cruel de structures adaptées, des listes d'attente interminables, une prise en charge très insuffisante et le sentiment d'être souvent seul face à la maladie. C'était la grande surprise pour moi quand j'ai été projetée dans ce monde du handicap, parce que c'est un monde à part encore, malheureusement. C'était de découvrir que rien n'était prévu. En fait, le jour où j'ai eu un diagnostic, je me suis dit, au moins on a des mots posés, maintenant il y a forcément un parcours qui va avec. Et en fait, non, il n'y a rien. Et donc chaque parent se démène, se débrouille pour trouver des solutions. Alors justement, aujourd'hui, des milliers d'enfants restent sans solution. Quand vous voyez cette situation, est-ce que vous dites que la France est en dessous de tout, surtout en 2026 ? Alors, je ne peux plus dire ça parce que quand même, depuis 20 ans, les choses ont progressé. Il y a eu beaucoup d'argent mis sur la table, de solutions développées, de gens à la tête de ces affaires qui se sont démenées. Mais on partait de tellement loin
que le retard à combler est très important. Donc il y a eu des progrès, je trouve. Il y a eu des progrès aussi dans le regard de la société vis-à-vis du handicap en général, vis-à-vis de l'autisme aussi. Mais le nombre d'enfants sans solution et de familles désemparées est encore beaucoup trop important. Alors donnons des chiffres, si vous m'y autorisez. C'est quand même 1000 enfants handicapés par département sans solution éducative. C'est ça le constat quand même. C'est le constat, et encore là, on parle de ceux qui n'ont aucune solution éducative. Mais je peux vous dire que ceux dont on estime qu'ils ont une solution. On a parlé par exemple énormément ces dernières années d'inclusion à l'école. La plupart de nos enfants autistes qui sont en inclusion à l'école, ça veut dire juste peut-être 2-3 demi-journées par semaine. Et le reste du temps, il se passe quoi ? En 2008, face à ce constat donc implacable qu'on vient d'évoquer ensemble, sur la situation vécue par les familles, vous décidez de créer l'association donc Un pas vers la vie avec une conviction claire. Il faut agir tôt pour ne pas agir à vie. Pourquoi chaque mois perdu est-il si précieux pour un enfant autiste ? Parce que plus un enfant est jeune, plus son cerveau est malléable. Et puis je pense aussi que les troubles de l'autisme, alors ils sont très variés, mais quand vous avez des troubles assez sévères, plus vous intervenez tôt, plus vous enrayez certains comportements qui sont très problématiques dans une vie quotidienne et très problématiques pour la famille. Et en fait, il faut éviter que ces comportements s'installent durablement. Donc il faut intervenir très très tôt. Alors justement, vous parliez de la famille. Derrière le handicap de l'enfant, ce sont souvent des familles entières qui basculent. Disons-le, emploi, couple, fratrie, tout se brise quelquefois sous la difficulté du moment vécu. On parle finalement d'un enjeu de société beaucoup plus large que celui de l'autisme. C'est un tsunami, l'autisme, qui affecte effectivement la famille dans son ensemble. Vous savez qu'en général, la mère, la plupart du temps, arrête de travailler. 80% des familles dans le handicap sont monoparentales. Donc elles arrêtent de travailler parce que l'enfant n'ayant pas de solution, elles doivent s'en occuper à temps plein. Ce qui a été votre cas. Alors je n'ai jamais arrêté. Non, je ne pouvais pas arrêter de travailler parce qu'il fallait bien que je pourvoie à leurs besoins. J'étais, pour le coup, moi aussi en famille monoparentale. Oui. Donc pas le choix, il fallait que je continue. Mais à quel prix, si vous voulez, j'ai de la chance. Visiblement, j'ai un physique solide et un mental plutôt solide. Mais quand vous passez 10 ans à dormir 3 heures par nuit, ça ne peut pas être tenable. Et on oublie les frères et sœurs qui souvent tombent en dépression. Les mères aussi. En fait, les impacts ne sont pas que sur une personne. Et c'est souvent là où je me dis, dans l'entreprise, dans le monde en général, battons-nous. La société doit se battre pour l'inclusion et la prise en charge d'une personne handicapée pour ne pas avoir à prendre en charge la mère, les frères et sœurs, enfin toute la fratrie. Depuis 2008, vous avez vu naître plus d'une douzaine d'espaces qui s'appellent Épanouis partout en France. Quand vous regardez le chemin parcouru, est-ce que vous mesurez parfois tout ce qui a été construit et vous vous dites on est très loin du compte ou vous êtes très contente du chemin parcouru ? Non, je me dis toujours qu'on est très loin du compte parce que même si on ouvre des solutions, les listes d'attente, les appels au secours n'arrêtent jamais. Donc, par contre, le chemin parcouru, je reconnais qu'il est magnifique aussi, et parce que j'ai fait des rencontres formidables. Hier encore, j'ai un des espaces épanouis qui m'a envoyé la vidéo qu'ils ont fait pour raconter leur année. À chaque fois, je pleure, mais je suis épatée par le travail. C'est joyeux, ces jeunes font plein de choses. Donc c'est formidable, on avance. Mais le nombre d'appels au secours est quand même toujours là. Alors pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, nous sommes dans Oser entreprendre. Nous recevons Églantine Émeillé qui a fondé justement une association qui s'appelle Un pas vers la vie. Et comme nous sommes dans Oser entreprendre, on va parler entrepreneuriat, Églantine. Voilà. Parce que c'est une façon d'entreprendre autrement. C'est la dernière de la saison, pour tout vous dire, et je voulais qu'on ouvre un peu sur justement une cause, quelque chose qui peut nous tenir à tous à cœur. Et j'imagine que les gens qui nous écoutent ce dimanche matin, d'une manière ou d'une autre, ont été frappés par une forme de handicap, quelle qu'elle soit. Oui. Donc je pense que ça résonne en eux, ce que nous sommes en train de nous dire. Bien sûr. Alors justement, dans l'entrepreneuriat, est-ce que les compétences sont les mêmes dans ce que vous vivez que dans ce que vous faites habituellement dans votre métier de production, d'animatrice, de journaliste ? Alors, c'est pas tout à fait la même. Dans mon métier de journaliste, je suis indépendante. Et en fait, finalement, je ne dirige que moi et parfois 1 ou 2 collaboratrices ou des stagiaires. Là, tout d'un coup, j'ai créé une association. Et la première année, j'ai dû trouver des locaux, trouver des financements et puis recruter 8 éducatrices et psychologues. Et là, je me suis retrouvée très vite à gérer une petite PME et je me suis dit, mais oulala, mais je ne suis pas formée pour gérer l'humain. J'étais plus douée pour gérer les comptes. ça c'est plutôt mon domaine. Mais j'ai commis plein d'erreurs. J'ai appris sur le tas. Je n'ai pas eu le temps de suivre des formations. Mais avec le recul, maintenant, c'est vrai qu'avec l'expérience, je fais mieux les choses. Je ne dirais pas que je les fais parfaitement, mais je me rends compte qu'effectivement, je gère une
petite entreprise avec beaucoup de monde et j'apprends. Alors, vous m'avez fait la transition, vous m'avez parlé d'argent, donc je vais vous parler d'argent, forcément. On associe souvent l'entrepreneuriat à l'argent ou à la réussite financière. Bon, votre aventure montre quand même qu'on peut entreprendre autrement et justement pour résoudre un problème de société. Donc l'argent devient un moyen et plus une finalité, comme pour beaucoup d'entrepreneurs quelquefois. Bien sûr. Alors c'est vrai que moi, par exemple, même dans mon parcours personnel, j'ai pas pour ambition d'être riche. J'ai pour ambition de faire des choses qui ont du sens, des choses aussi qui me plaisent et qui me permettent de vivre décemment. Maintenant, l'entrepreneuriat autrement, je voudrais juste en profiter pour donner un exemple de ce qu'une entreprise peut faire. L'année dernière, j'ai réussi à mettre un jeune autiste qui avait des compétences, un autiste de haut niveau, pour une alternance dans une entreprise, une start-up. Et il se trouve que je connaissais le patron, donc il l'a fait un peu pour me faire plaisir, mais il avait des convictions aussi. Et j'ai passé des mois à lui dire « ça va, tout se passe bien, est-ce que tu as besoin d'aide, d'aménagement ?» Et au bout d'un moment, il m'a dit « mais Églantine, je t'arrête tout de suite en fait. C'est formidable. C'est que moi, j'ai une start-up avec que des jeunes qui ont 25-30 ans, qui sortent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, qui se sentent tout puissants. L'arrivée tout d'un coup d'un jeune différent, un peu fragile, auquel il fallait porter une attention particulière, a complètement changé l'atmosphère de la boîte. Il y a une écoute, une ambiance qui n'est plus la même et qui est très enrichissante. Je tenais à donner cet exemple. Voilà. C'est quoi les projets pour un pas pour la vie dans les prochains mois ? Pour un pas vers la vie, on ouvre normalement encore une structure en région parisienne à la rentrée. Oui. Pour l'instant, je ne veux pas aller plus loin. J'ai déjà freiné un peu cette année. Mais on ouvre une de plus parce que le besoin est là. Mais moi, je voudrais qu'on arrive à pérenniser le modèle, à faire en sorte qu'il dure longtemps. Et ça nécessite toujours de ma part des recherches de mécènes, ce qui prend beaucoup d'énergie. Justement, là aussi, vous me proposez la transition, c'est très bien. Si un chef d'entreprise nous écoute, et forcément il y en a qui nous écoutent, comment peuvent-ils concrètement vous aider à développer votre association ? C'est un don, c'est du mécénat, c'est des compétences, c'est des embauches, comme vous venez de le dire ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que nous, parfois des entreprises nous offrent des mécénats de compétences pour remettre le nez dans mes comptes, pour nous réapprendre à gérer des choses au niveau des RH, par exemple. Il y a plein de choses. Et ça on le prend volontiers. Les entreprises peuvent aussi, et ça, en ce moment, je le cherche, je fais un gala par an. C'est très sympa, nos galas. C'est pas guindé, c'est hyper chouette, c'est familial. Je vous assure, c'est génial. Les gens s'amusent, on danse parfois. Enfin, c'est très chouette. J'ai besoin de partenaires. Une entreprise qui a envie de prendre des tables, de networker, d'inviter ses clients et qui nous assure un montant chaque année pour ce gala, franchement, je vous assure, vos clients, ils vont être hyper contents. Vous allez passer une soirée qui a du sens, qui a de la valeur et en même temps, c'est une chouette soirée. Donc, si une entreprise a envie, contactez-moi sur unpasverslavie.fr. Et puis, il y a le don, tout simplement, le don d'argent. On en a besoin. Pareil, c'est la même adresse mail. Et c'est défiscalisable. 66%. On est d'intérêt public, c'est défiscalisable. Exactement. Ça vous coûtera moins cher, mais je vous assure. Et on communique aussi au sein de votre entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est un peu parrain comme ça, nous, on peut venir expliquer aux collaborateurs ce que leur entreprise fait avec nous pour les jeunes autistes. Merci à vous. Très heureux de vous avoir reçus pour fermer cette saison justement d'Oser Entreprendre. Un dernier mot peut-être pour ceux qui nous écoutent, un message final d'optimisme quand même. Un message final, c'est que tous ensemble, on peut y arriver, que certes, écouter la différence, c'est pas toujours facile, ça demande un petit effort, mais c'est très enrichissant. Et merci à vous, sincèrement, pour m'avoir accueilli ce matin. Merci Églantine. Et moi je dirais qu'il n'y a qu'un pas pour l'envie, pour rejoindre un pas pour la vie. Merci beaucoup. Joli, je retiens. Je donne, c'est cadeau. Églantine Émeillé d'être passée sur Oser Entreprendre. On rappelle que vous êtes entre autres la fondatrice de l'association Un pas vers la vie que l'on retrouve sur Internet très facilement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et dans quelques instants, on vous retrouve Thomas pour un autre rendez-vous. Ce sera Oser investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.